Partons à présent à Montpellier, puisque nous allons revenir sur ce qui s'est passé mardi après-midi devant le collège Arthur Rimbaud. Samara, 13 ans, a été rouée de coups par 3 personnes, dont une adolescente de 14 ans scolarisée dans le même établissement. Elle est aujourd'hui sortie du coma. Bonjour Stéphanie Rouquier, vous êtes précisément devant ce collège Arthur Rimbaud à Montpellier et vous avez pu recueillir à la fois la version de la mère de Samara, mais également la version des collégiens. Oui, effectivement. Et pour la mère de Samara, eh bien, les raisons de cette agression sont évidentes. Elle nous a expliqué que depuis des mois, eh bien, sa fille était harcelée et traitée de mécréante, car elle a continué en nous expliquant que sa fille est très coquette, elle aime s'habiller, elle aime se maquiller, elle ne porte pas le voile, elle s'habille à l'européenne, comme l'a précisé cette maman. Et donc, c'est pour cette raison que cette mère pense que sa fille était harcelée et s'est faite violemment agresser juste devant son collège. Mais devant ce collège, eh bien, les élèves nous livrent, eux, une toute autre version. Ils sont nombreux à m'avoir expliqué que, selon eux, eh bien, tout est parti d'un photomontage qui a été diffusé sur les réseaux sociaux. Ce photomontage a mis en colère certains élèves qui pensent que Samara est coupable, que c'est elle qui aurait diffusé ce photomontage sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est une version que la mère de Samara conteste totalement. De son côté, Samara, eh bien, elle est toujours hospitalisée au service réanimation. Elle est sortie du coma hier. Ses jours ne sont plus en danger, mais elle est encore extrêmement faible. Sa maman nous a expliqué qu'elle a pu échanger quelques mots avec sa fille, mais elle n'a plus aucun souvenir de l'agression. Merci beaucoup Stéphanie Rouquier en direct de Montpellier devant le collège Arthur Rimbaud. On va écouter justement la mère de Samara, vous l'évoquiez. Elle affirme que sa fille a été traitée de mécréante par ses agresseurs. Écoutez. La jeune fille qui a été interpellée avait créé un compte sur Samara, une photo d'elle avec un appel au viol. À partir de là, cet élève a été sanctionné et ça a continué. Voilà, cette jeune fille, elle est voilée. Ma fille, voilà, comme vous disiez, elle s'habille à l'européenne. Je vois que ce motif, en fait, qui justifie je sais pas, cet acharnement envers ma fille, parce qu'ils ont ni le même cercle d'amis, elle est plus grande qu'elle. Voilà, il y avait aucun différent entre eux et voilà, c'était physique. Elle aimait pas ma fille, elle pouvait pas la voir en fait. Donc elle s'acharnait constamment sur elle. Voilà, des crachats, des insultes. On l'a traitée de mécréante. Voilà, on l'a traitée de mécréante. Qu'est-ce que ça dit de la situation dans certains quartiers, selon vous, Louis de Ragnel, quand des musulmans qui ont une pratique rigoriste de l'islam essaient d'imposer cette pratique rigoriste à d'autres musulmans? Eh bien, ça dit beaucoup d'un pays qui n'intègre pas, n'assimile pas. Ça dit beaucoup de cette école dans laquelle on entend beaucoup de déclarations de responsables politiques et puis dans lesquelles justement ça met beaucoup. Enfin, on a l'impression que le système se dégrade et empire de plus en plus. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un drame dans une école depuis à peu près depuis la rentrée, depuis Noël. Et donc on voit que à chaque fois, c'est très souvent quand même le même sujet. C'est la question de la pratique de l'islam. Et puis avec donc beaucoup d'élèves qui considèrent que si une femme n'est pas voilée, eh bien, en fait, c'est pas une bonne musulmane. Et ça justifie le fait de lyncher, de battre quasiment à mort quelqu'un. Donc c'est... il faut tout reprendre à zéro. Et je pense que il y a beaucoup d'annonces qui sont faites par la ministre de l'Éducation nationale qui sont globalement cosmétiques. C'est-à-dire que c'est pas des médiateurs ou des équipes chargées de discuter avec un élève harceleur qui est quasiment... Non, il faut s'attaquer à l'origine du problème. Bien sûr, la racine du mal. La racine du mal, là on s'attaque aux conséquences. Le problème, c'est évidemment, parce que en fait, ça se produit à l'école, mais ça se produit aussi à l'extérieur, à travers d'autres faits de société. Il y a évidemment la question de l'immigration, il y a la question aussi de la place de l'islam dans la société française. On dit à chaque fois que c'est l'action de gens très minoritaires, mais c'est des gens très minoritaires, mais on en parle quand même tout le temps, parce que chaque semaine, il y a des problèmes avec ces gens dits très minoritaires. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit si minoritaire que ça. Et puis ensuite, il y a évidemment plein de problèmes sociaux avec si vous voulez, on a entre guillemets parqué des gens il y a une cinquantaine d'années qui partageaient tous la même nationalité dans des zones géographiques dans lesquelles en fait ils ne peuvent pas sortir, dans lesquelles on leur donne pas non plus aussi beaucoup de chances de s'intégrer à la société. C'est vrai, Eugénie Bastier, qu'il s'agit évidemment, heureusement, d'une minorité, mais une minorité qui représente de plus en plus de monde, qui est de plus en plus importante.
Oui, je trouve que cette expression s'habiller à l'européenne, elle dit beaucoup de choses. Elle dit beaucoup de choses d'une divergence de mœurs qui existe dans notre société et qui fait qu'effectivement, on a des populations qui ont des manières même de s'habiller, de vivre, des goûts, des pratiques alimentaires radicalement différentes de ce qui a constitué effectivement disons, la culture européenne et même française pendant des siècles. Et ça pose un certain nombre de problèmes. Et tout ça, évidemment, n'est pas nouveau. En 1989, on a eu les premières affaires du voile à l'école, le voile de Creil. À l'époque, le président des SOS Racisme, Harlem Désir, disait de toute façon, le jean finira par l'emporter sur le voile. Il disait finalement, tout ça est une mode qui disparaîtra. Et on voit que c'est loin d'être le cas. Le jean recule et le voile progresse. Même si la loi de 2004 a permis de circonscrire effectivement la pression communautaire en dehors de l'école. Et c'est tant mieux, cette loi aujourd'hui est unanimement soutenue. Il y a un consensus dans la société pour la soutenir, même si celui-ci s'effrite chez les jeunes générations. En tout cas, on ne peut que le saluer, mais ça n'a fait que déplacer le problème à la sortie de l'école et dans la rue. Céline Pina, est-ce que par la politique de la peur, cette minorité peut imposer sa propre loi? Mais c'est déjà fait. Quand vous voyez ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que raconte... En tout cas, elle cherche à le faire, ça c'est incontestable. Mais quand vous voyez ce qui arrive à ceux qui ne suivent pas la loi du quartier, vous comprenez qu'elle l'a déjà fait. Ça n'a pas l'air de surprendre énormément de monde, ce qui s'est passé. Personne n'est surpris, les gens sont choqués, mais ils ne sont pas surpris. Pourquoi? Tout simplement, il y a deux éléments. On parle beaucoup de mécréantes dans ce qu'a dit la maman. Elle parle aussi de pute. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, qu'est-ce que c'est le voile? C'est la mode pudique. Mais la mode pudique signifie qu'il y a des femmes qui se respectent, les femmes voilées, et il y a des femmes qui ne se respectent pas, les femmes qui ne sont pas voilées. Comme elles ne se respectent pas elles-mêmes, pourquoi les autres les respecteraient-ils? D'où le fait qu'on les appelle putes. Pourquoi est-ce qu'il faut à ce point-là mettre des marqueurs violents? Parce que mécréants, putes sont des marqueurs extrêmement violents. Parce que la réislamisation, elle se passe en traçant des frontières très très grandes entre ce qui relève du monde islamique et ce qui relève de l'extérieur. Or, ces musulmans qui sont parfaitement intégrés, qui vivent à l'européenne, qui montrent que finalement une pratique de l'islam peut être compatible avec le fait d'être un citoyen français, ils les dérangent parce qu'ils cassent tout leur discours. Or, leur discours, c'est de dire, si vous êtes un bon musulman, alors à ce moment-là, les Français, c'est des gens que vous pouvez fréquenter, mais vous n'appartenez pas à ce groupe-là. Vous appartenez avant tout à l'Oumma. Si vous appartenez à l'Oumma, vous devez porter les marqueurs de l'Oumma. Pourquoi? Parce que ça empêche de faire des alliances. Comment est-ce qu'on s'allie? Comment est-ce qu'on fait une société? Par la table et par le lit. Vous mettez des interdits alimentaires, vous mettez des interdits sur les femmes, et à ce moment-là, il n'y a plus de société possible, il n'y a plus de mélange possible. D'où ce séparatisme. C'est la communautarisation. Oui, mais la communautarisation, elle n'est pas juste imposée, elle vient aussi du bas. C'est pas juste une imposition qui vient du haut, c'est aussi un désir même profond des individus qui ont un désir identitaire et qui ont un désir de conformité identitaire. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas seulement quelque chose qui est imposé, c'est aussi des jeunes filles qui choisissent par exemple librement de porter le voile, qui choisissent librement de pratiquer le ramadan. D'ailleurs, ça, c'est beaucoup plus compliqué. La plupart des femmes qui portent le voile, à chaque fois, disent qu'elles le portent librement. Et des jeunes filles, même des jeunes filles font le choix, et on ne peut pas leur retirer le fait que c'est un choix. Qu'est-ce que ça peut faire que ce soit un choix à part, je veux dire, choisir de tuer peut être un choix. Vous estimez que c'est votre manière de sortir d'une situation dans laquelle vous êtes dans une impasse. C'est un choix parfait. Rapidement, je veux qu'on... C'est pas un choix imposé par les hommes, c'est un choix qu'elles ont décidé elles. Choisir le sexisme, c'est leur problème. En choisissant le sexisme, elles le diffusent, elles le répandent dans une société égalitaire. Ça, c'est notre problème. Et moi, femme française, je refuse que ces femmes m'imposent le sexisme dans ce pays. Et je pense qu'on est légitime à le refuser, à se battre. Et à leur dire, vous êtes voilés, vous ne trouvez pas d'appartement, vous ne trouvez pas de métier, c'est bien fait pour vous. Laure-Alice Bouvier, pour conclure sur ce sujet. Nos liens sociaux. Oui, j'aimerais dire aussi que c'est sur cette question de terroriser en fait la population, c'est ce que disait Richard Malka sur RTL, à savoir que l'islamisation
radical terrorise la République. C'est pas sans rappeler les propos de Charles Pasqua qui disait qu'il faut terroriser les terroristes après les attentats en 1986 devant la Fnac et devant Tati. Et d'ailleurs, ça avait mené à la première loi contre le terrorisme en 1986 et qui définissait véritablement le terrorisme et qui montre ce dévoiement que l'islamisme radical est un dévoiement par la violence de l'islamisme. De l'islam, pardon, pardonnez-moi. Et ce qu'il faut là, c'est véritablement lutter autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il faut commencer par lutter contre la radicalisation des enfants, comme on le fait en Grande-Bretagne, encore une fois. Allez, on marque une très courte pause. Vous restez avec nous. On va se retrouver dans un instant pour aborder cette réunion qui a eu lieu aujourd'hui, cet après-midi, au ministère de l'Intérieur entre Gérald Darmanin et Nicole Belloubet pour évoquer la sécurisation des collèges et des lycées. À tout de suite. 18h19, de retour en direct sur CNews et sur Europe 1. Nous poursuivons nos débats dans Punchline. Cet après-midi était organisée une nouvelle réunion autour des ministres de l'Éducation nationale et de l'Intérieur pour parler de la sécurisation des collèges et lycées. Une liste d'environ 200 établissements a été définie pour lesquels des travaux sont à prévoir au plus vite dans un contexte que l'on connaît. L'attentat d'Arras avec une intrusion dans l'établissement, le passage au niveau Vigipirate urgence attentat. Exemple de travaux récents dans un lycée du Mans avec Michael Chailloux. L'installation est en place depuis le 17 février dernier. Une grille de 2,50 m de haut entoure totalement la longue façade du lycée Yourcenar du Mans. Seuls 2 portillons où il faut badger permettent d'entrer. Coût de l'opération, 260 000 €, prise en charge par la région Pays de Loire. Un projet très attendu par Sophie Perriot-Pasquet, proviseur adjoint. Ça change qu'on est plus en sécurité. C'est-à-dire qu'avant, on avait pignon sur rue, les élèves arrivaient directement dans le hall de l'établissement par la porte d'entrée. Et là, on a quand même maintenant un sas, je dirais, de protection pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas d'intrusion directe, que tout le monde puisse badger pour rentrer de manière sécurisée. Depuis 2016, la région Pays de la Loire a investi 14 millions d'euros dans la sécurité des 116 lycées dont elle a la charge. Benoît Barret est le conseiller régional référent sur ce dossier. Ça peut être de la vidéoprotection, ça peut être des alarmes anti-intrusion, ça peut être également des visiophones. Nous avons pris à bras le corps ce sujet parce que au Pays de la Loire, on n'a pas de problème avec la notion même de sécurité. Les éducateurs au contact quotidien des lycéens s'interrogent quant à l'impact d'un climat toujours plus anxiogène sur les élèves, alors même que l'on vient de passer au niveau le plus haut du plan Vigipirate. Eugénie Bastier, ces murs qui sont de plus en plus hauts autour de nos établissements scolaires, des collèges, des lycées, c'est aussi symbolique parce que ça dit quelque chose de notre mode de vie, me semble-t-il, qui est en train de changer et de s'adapter au contexte d'insécurité, de menaces permanentes liées au terrorisme islamiste, etc., etc. Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a effectivement un niveau d'insécurité qui monte dans notre pays. Effectivement, alors on n'a pas voulu mettre des frontières autour de notre pays, donc on met des barrières et des portiques partout à l'intérieur de notre pays. On entoure les écoles de pavés, de barrières pour pas que les camions passent, etc. Je trouve ça assez triste. Et il y a une deuxième chose, il y a une montée de l'insécurité, il y a aussi une montée de notre intolérance à l'insécurité. Et les deux sont concomitants, c'est-à-dire que nous sommes aussi extrêmement... nous demandons aussi beaucoup nous n'acceptons aucun risque. C'est aussi la société dans laquelle on vit. On est une société qui demande d'être protégée. Non, mais c'est vrai. Non, sur l'intolérance à l'insécurité... Si, c'est vrai. Regardez, pendant le Covid, on a demandé à l'État de nous protéger à tout prix. Bien sûr. Oui, mais s'il y a une chose que les Français peuvent exiger de l'État, c'est de les protéger. C'est une obligation constitutionnelle qui est dans la DHC, par exemple. Ce que je veux dire, c'est que le régalien, qui par exemple la maîtrise des frontières n'est pas appliquée, on met des barrières partout. Et on a aussi une intolérance à tous les risques. On le voit aujourd'hui. On met des moi, je le mets pas. partout. Pour moi, le risque sécuritaire, c'est pas du tout pareil que le risque de tomber malade. Non, mais réellement, parce que là, pour le coup, il y a des vrais leviers d'action. Et pour moi, c'est l'État qui porte une immense responsabilité. Vous avez raison sur le contrôle des frontières extérieures. Mais ensuite, je pense qu'on peut pas dire que l'État là-dessus porte que les gens, ne veulent pas prendre le risque de l'insécurité. Surtout vu les drames qu'on a eu. Moi, je trouve ça dramatique. Pas tous ensemble, s'il vous plaît. Pas tous ensemble, s'il vous plaît. Louis de Ragnel. S'il vous plaît. Louis de Ragnel. Non, là où je vous rejoins, c'est que philosophiquement, c'est la question qu'on se pose, c'est quelle société on veut, dans quelle société on veut vivre. Est-ce qu'on veut vivre dans une société où il y a toujours plus
plus de police, c'est très bien à court terme. Même cette mais est-ce que c'est un choix? Pardon, vous dites, est-ce qu'on veut mettre, est-ce que nous avons le choix réellement? Parce que cette insécurité, elle gagne du terrain au fil des années. Parce que la sécurité n'est pas assurée à l'extérieur des frontières, parce qu'il n'y a pas de répression, parce que les sanctions pénales ne sont pas suffisamment fortes, parce que l'immigration n'est pas maîtrisée, eh bien, la conséquence, c'est qu'on est obligé de créer des petites principautés, des petits États, des petites enclaves, où globalement, si on schématise, les gens qui ont des moyens peuvent se protéger, vont habiter dans des villes dans lesquelles il y a des polices municipales, parce que ça coûte cher d'employer des polices municipales, ça coûte cher de les armer, ça coûte cher de les former. Et globalement, vous voyez bien, les gens qui n'ont pas les moyens vont habiter dans des villes dans lesquelles il n'y a pas de police municipale, dans lesquelles il n'y a pas les moyens de mettre des portiques de sécurité devant les écoles. Et en fait, je pense que c'est même... Pour tous ceux qui n'ont que le mot République à la bouche, c'est globalement, on est en train de dériver vers une privatisation de la sécurité qui, normalement, est un bien public. Mais s'il y a bien une chose qui est publique, c'est la question de la sécurité. Aujourd'hui, le principe de l'impôt, le principe de base, c'est quand même, c'est qu'en fait, on délègue la question de la police et de la justice à l'État pour nous protéger. Et donc, en fait, si ce principe est entravé, c'est tout le contrat social qui est entravé. Et donc, vous allez vous retrouver, alors certes, oui, avec des vigiles partout, vous allez habiter dans des impasses privées si vous avez les moyens, et puis si vous êtes pauvre, tant pis pour vous, et c'est ça que je trouve terrible. Céline Pina, ce que vient de décrire la Louis de Ragnel, c'est ce que certains appellent une sud-américanisation de la société. Mais la sud-américanisation de la société, comme dit très justement Louis, elle ne concerne que les riches. Les autres, ils se font enlever, ils se font tuer, et les autres, c'est le bétail sur lequel s'abat l'insécurité. Mais si on revient sur le cas des écoles, regardez ce qu'on écrit. École bientôt bunkérisée. Sauf que ce que vous voyez, c'est pas un bunker. Pourquoi? Parce que si vous voulez vraiment protéger un endroit, déjà, vous ne le vitrez pas. Là, si vous voulez vraiment vous attaquer à une école, on voit bien que les barrières ne sont pas très dissuasives, que si c'est un attentat, par exemple, terroriste, vous pouvez tout à fait tirer. Les vitres n'empêchent absolument rien. Nous ne sommes absolument pas dans un pays sécurisé. Nous n'avons pas fait ce choix-là. Nous avons au contraire fait le choix de la transparence, de l'ouverture sur la rue, de la fluidité. C'est en train de changer, me semble-t-il, quand même. Oui, mais ça change assez rapidement. Ça change en rajoutant une clôture. Je peux vous dire que si les choses doivent devenir de plus en plus dures, ça ne suffira pas. Donc la question, c'est clairement pas à ce niveau-là qu'on doit jouer, qu'on doit agir. Laure-Alice Bouvier. Oui, je rejoins tout à fait ce que dit Céline Pina, c'est-à-dire qu'on s'est quand même aperçu qu'on a eu de nombreux drames qui sont arrivés et qui ont eu lieu à l'extérieur aussi des frontières de l'école, soit à l'intérieur parce qu'on a eu des élèves radicalisés, soit à l'extérieur, Samuel Paty, même ce qui s'est passé avec la jeune Samara. Donc on a quand même un vrai problème. Moi, ce que je déplore, mais vraiment, c'est l'absence de budget qu'on donne à la justice et qu'on donne à la police pour protéger, parce qu'encore une fois, Louis l'a très bien rappelé, c'est une obligation de l'État, la sécurité des personnes et des biens, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c'est une obligation constitutionnelle. Et puis aussi, c'est bien joli, à chaque fois qu'il y a des affaires médiatisées qui défrayent la chronique, de faire des lois, comme pour Samuel Paty en 2021, comme pour le harcèlement scolaire en 2022, mais ces lois, on ne les applique pas. Donc il s'agirait de vraiment faire appliquer les lois sur le harcèlement, sur le voile, sur la protection des enseignants. Eugénie Bastier. Non, mais pour revenir sur le débat qu'on avait tout à l'heure, je suis évidemment d'accord pour que c'est la mission principale de l'État régalienne d'assurer la sécurité des élèves et des enseignants, c'est une évidence. Et on est un peu frappé d'ailleurs de voir le décalage. La semaine dernière à l'Élysée, à l'Assemblée, vous aviez des lois qui étaient votées contre la discrimination capillaire et sur le congé menstruel, avec la tragédie qui se passe dans nos établissements scolaires. Et le principal problème aujourd'hui qui devrait se poser à l'école en France, c'est celui du niveau, qui est catastrophique. On ne peut même pas se poser cette question parce qu'on n'a même pas la sécurité vient éclipser cette question du niveau qui est catastrophique. Moi, je me souviens. C'est-à-dire le lieu, on n'arrive même pas à transmettre dans ce lieu. Et là, on en arrive même à ne pas pouvoir assurer la sécurité minimale des enseignants et des élèves. C'est absolument catastrophique. Je me souviens du moment des attentats où il y avait des exercices qui étaient organisés dans les écoles. Et de mon fils qui revient, il était petit, il devait avoir 8-9 ans. Et il revient et il me dit, mais maman, les adultes, t'es sûrs qu'ils sont vraiment intelligents? Donc je suis assez surprise, je dis, mais pourquoi? Il me dit non, parce qu'en fait, pour se protéger contre les attentats, il faut qu'on se mette sous notre bureau, sauf que tout le mur est vitré. Et en fait, le gamin avait compris de lui-même que l'histoire était complètement absurde. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer ici.
Et on voit effectivement qu'il y a une véritable inquiétude aussi des parents désormais d'envoyer parfois leurs enfants dans des établissements scolaires qui sont parfois non sécurisés. Il se passe de plus en plus de drames dans ces établissements. Oui, et puis Les enseignants, les parents d'élèves sont effectivement extrêmement inquiets, d'où le fait que ces établissements demandent plus de souvent, sécurité. la violence ne vient pas des intrusions. Elle vient de la violence elle-même des élèves accueillis à l'intérieur. De plus en plus jeunes d'ailleurs, parce qu'on a vu des élèves de 8 ans ou 10 ans qui amènent des couteaux pour poignarder dans l'optique de poignarder leur enseignant. C'est quand même terrible. Mais ce qui est très choquant, je trouve, c'est que de plus en plus, on assiste à un transfert de responsabilité. C'est-à-dire que normalement, c'est à l'État de gérer ça. C'est-à-dire que s'il y a des problèmes d'insécurité, c'est-à-dire que ce sont les conséquences d'une mauvaise gestion politique, politique sécuritaire, politique familiale, tout ce que vous voulez. Et donc, en fait, vous assistez. Maintenant, ce sont les responsables de supermarchés qui sont responsables pénalement de la sécurité de ce qui se passe à l'intérieur de leurs murs. Ce sont les directeurs d'établissements qui sont responsables. En fait, et l'État finit par échapper à ses responsabilités. Et moi, c'est ce que je trouve très choquant. Ça me fait penser à l'affaire du proviseur de la semaine dernière, ou même Samuel Paty, où vous avez Nicole Belloubet qui dit l'État n'est pas responsable. Mais en fait, on ne demande pas à des responsables publics de simplement organiser des mises en place de signalement et de remontée d'informations. Il y a toute la dimension de l'entrave, la dimension de vraiment de comment est-ce qu'en fait on règle les problèmes de sécurité, comment est-ce qu'on expulse, comment est-ce qu'on incarcère, comment est-ce qu'on prive quelqu'un de sa liberté. C'est ça la mission de l'État. Et ça, pour le coup, c'est pas les directeurs de supermarchés, les directeurs d'établissements scolaires qui peuvent avoir un levier ou une prise là-dessus.